Bonsoir à tous. Merci à vous d'être avec nous sur France 3 à Provence-Alpes pour ce débat consacré à la ville de Marseille. Débat n'est peut-être pas le terme le plus approprié puisque un seul candidat, Stéphane Ravier, a accepté sur les 4 que nous avons invités. Notre invitation donc, Martine Vassal ne souhaitait débattre qu'avec Michel Rubirola, ce qui bien sûr était inacceptable pour nous. Michel Rubirola n'a jamais répondu à notre invitation. Quant à Bruno Gilles, il souhaitait qu'il y ait tout le monde. Nous ne pouvions donc accepter ces conditions, ce que nous regrettons, et les Marseillais sûrement encore plus que nous. Une situation que la presse régionale dénonce avec vigueur dans un communiqué commun, puisque nous ne sommes pas les seuls concernés. Revenons sur les résultats de ce premier tour de l'élection municipale à Marseille. C'est la liste de Michel Rubirola qui est arrivée en tête, suivie de la liste de Martine Vassal, Stéphane Ravier 3e, Bruno Gilles est en 4e position. Derrière, il y a Sébastien Barle, Yvon Berland et enfin Samia Ghali. Et puis ce chiffre extrêmement important, celui de l'abstention. 67,4% des gens ne sont pas déplacés, voilà, je vais y arriver, pour aller voter. Bonsoir Stéphane Ravier. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes tout seul. Hein. Oui, moi j'accepte les invitations. Je n'ai pas peur du débat, je n'ai pas peur des questions des journalistes, je n'ai pas peur du verdict des Marseillais. Moi, la démocratie, j'y participe, je ne la piétine pas. Alors, tête de liste de Retrouvons Marseille pour le Rassemblement National, vous êtes arrivé en 3e position. C'est la faute au Covid ? Oui, il y a eu un acteur de dernière minute dans cette campagne électorale, c'est le Covid, effectivement, et nos listes ont été les principales... Nous avons été mis en difficulté par ce Covid, puisque 40% de nos électeurs se sont abstenus, alors que la gauche a fait le plein de ses voix. Donc c'est le moment de se mobiliser, d'autant que le Covid est derrière nous. Et ce dimanche, il y aura tout ce qu'il faut dans les bureaux de vote pour sécuriser. Donc vous êtes confiant, parce que la déception au premier tour, hein, vous attendiez à mieux, même si effectivement le taux d'abstention a été élevé. 67%, c'est beaucoup. Et d'ailleurs, ça ne veut plus rien dire. Mais si je suis arrivé 3e sur l'ensemble de la ville, vous savez que ça ne veut pas dire grand-chose, un chiffre sur la ville. Il y a 8 élections différentes par secteur. En réalité, nous sommes à égalité, puisque nous sommes très bien placés sur 3 secteurs, Madame Vassal peut-être sur 2, la gauche sur 3. Rien n'est joué, et si nos électeurs, comme je le crois, comme j'en suis convaincu, se mobilisent dimanche, eh bien nous pouvons faire de ce 2e tour un nouveau premier tour. Nous verrons bien. Évidemment, on va revenir sur l'actualité, des soupçons de fraude dans plusieurs secteurs de Marseille. Vous avez saisi la justice. Hein. Oui. Comme Sophie Camard qui l'a fait ce matin. Porté partie civile et permettez-moi de rappeler, Monsieur Bézère, vous le savez aussi bien que moi, que Marseille est une ville qui regorge de talents dans le monde sportif, associatif, le monde culturel, dans le monde de l'entreprise, tous ces hommes et ces femmes qui font briller Marseille. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, c'est vers Marseille que les regards du monde entier ont convergé, le regard de l'espoir, grâce à notre professeur Raoult, notre druide Raoultix. Eh bien, tous ces efforts ont été sinon anéantis, en tout cas gâchés par une bande de mafieux politiques et qui, pour garder le pouvoir, utilisent tous les moyens, y compris la fraude. Monsieur Ravier, on a le sentiment que vous découvrez qu'à Marseille, il y a des histoires pas toujours très nettes à chaque fois qu'il y a une élection. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas dénoncé ce système dont on sait qu'il existe à Marseille depuis de nombreuses années ? Nous ne cessons de le faire. Durant cette campagne de premier tour, nous avons alerté les médias, nous avons alerté les électeurs sur l'attitude de voyous menée par les équipes de Madame Vassal, dont se sont plaints tous les candidats, avec des colleurs cogneurs, avec des campagnes menées dans les bâtiments publics, ce qui est évidemment strictement interdit. Et là, nous touchons le fond avec ces procurations frauduleuse présumée. Il y a une enquête qui est en cours, donc on ne peut pas non plus spéculer sur une fraude caractérisée, organisée. Hein. L'enquête médiatique, elle, met en lumière ce procédé, et d'ailleurs qui n'est plus contesté par le clan Vassal, qui nous dit simplement allez voir ailleurs ce qui se passe. Mais là où cela devient... Donc c'est déjà illégal, c'est déjà scandaleux, mais quand l'on observe que l'on n'a pas hésité du côté du clan Vassal à aller abuser de la faiblesse de personnes âgées, malades, pour obtenir d'autres procurations, eh bien là, ça devient immoral. Et l'équipe Vassal, non seulement se disqualifie, mais se déshonore. Vous avez récupéré M. Nemeth, qui vient de l'équipe de Martine Vassal. Hein. Cela a conduit M. Nemeth... Et qui était bien présent pendant le premier tour. Qui n'est pas... je dirais, un alimentaire. C'était son premier mandat en 2014. Et il n'a pas souhaité être sur les listes de Valérie Boyer en 2020 parce qu'elle était en train de négocier avec Emmanuel Macron. Et là, ça a été la goutte d'eau du dégoût
qui a fait déborder le vase. Il a rejoint l'équipe des 11e et 12e arrondissements, la nôtre en général, celle de Franck Alizio en particulier. Alors, et je suis persuadé que les électeurs sauront faire de même dans ce secteur. Alors, on ne parle pas des secteurs, on parle de Marseille, parce que les candidats des autres secteurs n'étant pas présents et n'ayant pas été invités, donc on va se concentrer sur la mairie centrale. 2 mois de confinement ont eu un impact très lourd sur des pans entiers de l'économie phocéenne, les commerces bien sûr, mais pas que. Quelles seront vos premières décisions pour venir en aide à ceux qui ont été durement touchés par cet arrêt de leur activité? Et c'est ce que nous avons déjà proposé avant le premier tour, c'est une baisse des impôts. Une baisse des impôts, la taxe foncière à Marseille, de 10%. Et une baisse des impôts via la CFE à la métropole, c'est tout à fait possible. 50 millions d'euros, c'est pas possible. D'après l'Institut Montaigne, c'est très possible. Bon. C'est très possible. L'Institut Montaigne, je ne sais pas où aller, mais moi je suis à Marseille et je connais les réalités fiscales et financières de la ville. C'est très possible. Okay. Et il faut évidemment relocaliser. Je crois que cette crise sanitaire nous a confirmé que nous avions raison dans ce domaine aussi. Il faut relocaliser nos productions. Ça permettra d'ailleurs d'améliorer la qualité et le bilan carbone. Vous voyez que tout est lié. Très bien, ok. Donc nous verrons si effectivement les moins 50% d'imposition n'ont pas un impact sur la mise en place de 50 millions. Absolument, n'ont pas d'impact sur la mise en œuvre de politiques publiques. La propreté, Marseille toujours très sale. Évidemment, vous vous êtes penché sur cette question-là. Vous souhaitez renforcer la proximité avec la création de brigades d'intervention de proximité. Oui. Elle est où la nouveauté, Stéphane Ravier ? Eh bien, elle est là, la nouveauté, c'est que la propreté, ou plutôt la saleté, elle est gérée par la métropole, par Madame Vassal. Et on voit le résultat, on voit bien que c'est tout à fait insatisfaisant. Eh bien, nous déploierons sur l'ensemble de la ville ce que nous avons créé déjà, nous, dans les 13e et 14e arrondissements, une brigade qui vient compléter l'action de la métropole. Alors, au lieu d'être 2, eh bien, ils seront 10 dans chaque secteur, avec les moyens appropriés. Ça permettra permettre à cette ville d'être propre et de briller. Mais il y aura aussi un volet, à un moment donné, vous savez, il faut savoir aussi verbaliser. Et avant, il y aura de la sensibilisation. Le temps passe très vite, la sécurité. Oui. Vous souhaitez, comme les autres candidats, augmenter le nombre de policiers municipaux, 600 policiers supplémentaires. Oui, sauf que moi, je le dis depuis longtemps, moi, le constat de l'insécurité à Marseille, où l'on se rafale en plein jour, où le trafic de drogue est en train de gangréner cette ville, ça fait longtemps que moi j'ai fait le constat et que j'en ai tiré des enseignements. Oui, 600 policiers municipaux sur l'ensemble de la ville, parce que l'ensemble des Marseillais doit être protégé, avec un poste de police dans chaque arrondissement. Et puis, déployer aussi ce que nous avons fait dans les 13e et 14e arrondissements, un partenariat avec l'association Voisins Vigilants, qui a fait ses preuves, et notamment en matière de lutte contre l'installation de campements de Roms. Dans les 13e et 14e arrondissements, nous en avons démantelé plus de dizaines. Il en reste un. Alors, et le terrain est géré par la métropole, par Madame Vassal. Merci Stéphane Ravier. Vous avez 45 secondes pour vous adresser à vos électeurs. Vous regardez cette caméra, ils vous écoutent. Marseillaise, Marseillais, le 28 juin, là, dimanche, dans quelques jours, eh bien, ce sera le 2e tour des élections municipales. Ce n'est pas un rendez-vous électoral comme un autre. Il engage l'avenir de notre ville, il engage l'avenir de vos enfants pour 6 ans dans leur sécurité, dans leur prospérité, dans leur identité, dans leur cadre de vie. Ça vaut le coup de se mobiliser. Notre ville va trop mal pour rester chez vous. Alors, vous avez le choix entre la candidate de la gauche et de l'extrême gauche, qui n'était pas prévue pour être maire, qui, elle, ne sait pas de quoi il s'agit. C'est la candidate de l'ignorance. Alors, elle porte la voix de Monsieur Mélenchon. Et puis, vous avez la candidature de Madame Vassal, qui est, elle, l'héritière du clan Gaudin et qui est responsable de la situation calamiteuse dans laquelle se trouve la ville. Et puis, vous avez l'alternative. Vous avez le candidat du Rassemblement national qui a démontré dans les 13-14 que nous pouvions gérer autrement et proprement. Merci beaucoup, vous, d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve avec des journalistes pour parler de cette campagne municipale à Marseille bien particulière. Merci beaucoup. Merci à vous. Impossible donc d'organiser un débat des élections marseillaises que nous allons malgré tout évoquer avec nos confrères de la Provence. Guillaume Ricavi, bonjour. Oui, bonsoir. Vous êtes directeur des rédactions de la Provence. Merci à vous d'être sur ce plateau. Philippe Bocara, bonjour. Vous êtes grand reporter à France Bleu Provence. Enfin, Léo Purguette, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la Marseillaise. Eux n'ont posé aucune condition pour être sur le plateau de France 3 Provence-Alpes. Merci à tous les trois. France 3, privé de débat, mais c'est également c'est également vrai aussi. France Bleu Provence, c'est tout le monde qui est concerné. C'est tout le monde et on en parlait encore ce matin chez nous à France Bleu en conférence de rédaction.
c'est une vraie offense aux électeurs marseillais. Je considère, moi, que c'est du mépris. Ça fait très longtemps que tous ici, on suit cette actualité politique marseillaise et on a le sentiment que cette élection, elle est frappée d'une espèce de malédiction depuis le début, en fait. Il y a eu le Covid, il y a eu depuis plus de 10 jours maintenant toutes ces histoires autour de ces procurations présumées frauduleuses. Et là, on atteint un sommet dans l'irrespect vis-à-vis de l'électeur. En tout cas, moi, c'est l'analyse que je fais parce que les Marseillais aujourd'hui... Ce sont les premières victimes. Hein. Les premières victimes, mais ils ne savent rien ou pas grand-chose, en fait, mis à part ce qu'ils ont pu lire, voir sur les sites internet, dans les réseaux sociaux, du programme des candidats qui restent encore en place. Juste une petite précision, en 2014, Jean-Claude Gaudin avait également refusé de débattre avec Stéphane Ravier. On était un petit peu sur la jurisprudence Chirac-Le Pen. Hein. Oui, mais le contexte était différent, parce qu'entre les deux tours, il n'y avait pas eu le Covid-19, Absolument. Et il y avait eu la possibilité de réunions publiques, de meetings, d'échanges dans la rue. Aujourd'hui, il faut bien reconnaître que depuis le 15 mars, il n'y a pas eu toute cette séquence de présentation, de rencontres. Ça se fait, oui, sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas, en tout cas, ce temps d'échange important qui fait partie de la vie démocratique et qui est un moment également symbolique de la vie et qui, pour nous, journalistes, est l'occasion, effectivement, de donner des éléments clés de réflexion à nos lecteurs, nos auditeurs, nos téléspectateurs. Léo, pas de son, pas d'image et pas de ligne non plus. Oui, mais je crois que contrairement à 2014 où le match était plié dans l'entre-deux tours, là ce qui est intéressant aussi c'est que le match est serré, qu'en fonction des sondages avant le premier tour et puis maintenant dans l'entre-deux tours c'est pas la même favorite et donc il y a vraiment un intérêt à débattre, il y a un intérêt à confronter les projets et cet intérêt-là il faut que les candidates puissent le susciter chez les électeurs puisque on le sait, le Covid démobilise et donc si on veut que les citoyens s'expriment dimanche, eh bien, il faut qu'ils aient un intérêt à le faire. Moi, je pense qu'il y a un élément important qu'on est tous en train de vivre ici à Marseille, c'est on l'a tous constaté, les Marseillais aussi, les Marseillaises aussi, on est à la fin d'une époque. On a eu pendant 25 ans Jean-Claude Gaudin, avec des élections, un processus électoral qui était à peu près maîtrisé par l'équipe resserrée de Jean-Claude Gaudin, mis à part une fois où ça a été un peu compliqué, mais autrement, on savait a priori, au vu des études, etc., que ça fonctionnerait plutôt bien. Ouais. L'entourage très proche de Gaudin, avec Claude Bertrand, avec Maurice Batin, toute cette équipe-là, maîtrisait parfaitement l'ensemble des candidats dans les secteurs. Jean-Claude Gaudin s'en va, il n'est plus là, et entre guillemets, c'est la panique. Et on se retrouve avec une désorganisation, le refus du débat, ce qui se passe au niveau des procurations, même s'il y a des procurations frauduleuses, présumées frauduleuses, mais en tout cas, on le sait tous ici, à Marseille depuis plusieurs élections maintenant, on sait qu'il y a des choses plutôt irrégulières qui se passent. Ça ne se passe pas forcément comme partout ailleurs. Oui, voilà. Oui. Ça fait des années qu'on entend parler effectivement d'élections où les choses ne se passent pas de façon tout à fait régulière. Hein. C'est le cas. C'est peut-être bien qu'il y ait un peu la désespérance aussi. Et puis, oui, mais ça fait aussi des années que voilà, c'est une espèce de bonne histoire marseillaise qu'on se raconte comme ça entre l'apéro et personne finalement ne bouge, ne fait grand-chose, quoi. Comme si c'était quelque chose d'endémique sur lequel on n'avait pas de possibilité d'agir. Et justement, cette absence de débat, elle permet d'une certaine manière de renvoyer dos à dos tout le monde, alors que probablement il y aurait aussi à dire et à débattre sur ce thème. Alors, je voudrais revenir sur les arguments des uns et des autres pour ne pas débattre. Je voudrais qu'on s'arrête l'espace de quelques minutes sur l'argument évoqué par Martine Vassal. Et je reviens sur ce que vous disiez, Léo, le fait que cette élection devenait très serrée. Martine Vassal nous dit « Moi, je ne veux débattre qu'avec Michel Rubirola parce que c'est ma candidate directe. » Or non. Il peut se passer des choses. On ne peut pas spéculer, même si effectivement c'est les deux favorites. Enfin, on a un Rassemblement national présent dans 8 secteurs. On a Bruno Gilles qui est présent dans 8 secteurs. Et on sait qu'à Marseille, c'est un suffrage universel indirect avec un 3e tour qui peut réserver aussi des surprises. Guilhem. Oui, effectivement, il y a cette complexité-là, effectivement, ce système marseillais comme à Lyon, comme à Paris, de vote par secteur, rend l'élection très compliquée et pas très lisible même pour les Marseillais. Et moi, je me pose même la question de savoir si les Marseillais, peut-être ceux qui sont là depuis longtemps, ont compris comment ça fonctionnait. Mais je me pose la question de savoir si l'électeur marseillais sait exactement
le processus électoral qu'on a avec les lois PLM. C'est un algorithme qui est très compliqué, c'est à la mode le terme d'algorithme, mais Gaston Defferre avait finement joué le coup en mettant en place ce système-là. 23. Il avait tout intérêt à mettre en place ce système-là. C'était déjà à l'époque une méthode de préserver un système établi, de le sécuriser, de ne pas le bouleverser. Donc cette méthode électorale, moi je pense, échappe à beaucoup de gens. Même nous, quand on se plonge dedans à temps complet, on a toujours du mal à comprendre combien de conseillers élus dans tel secteur. Enfin, il y a toute une mécanique très compliquée. Imaginez, ça rend l'élection pas très lisible à l'arrivée. C'est-à-dire qu'on peut gagner une élection sans avoir eu le maximum de voix des Marseillais. En 83, Jean-Claude Gaudin se fait voler, entre guillemets, l'élection, puisqu'il est majoritaire en voix, de 2497 voix, si mes souvenirs sont bons. Léo. Oui, mais ce que je voulais souligner, c'est que cette absence de débat à l'échelon central a aussi emporté les débats par secteur que l'on aurait pu organiser. Et les différentes équipes ont refusé en se calant sur ce point de vue central. Donc c'est aussi regrettable parce que, on le dit, ce système par secteur, il mérite d'être explicité et en l'occurrence, on ne le peut pas non plus avec des débats. Un troisième tour, j'évoquais un troisième tour. C'est vrai que le troisième tour, il peut quatrième, aussi, troisième, quatrième, cinquième, il peut y avoir des surprises. On a tous en mémoire l'élection à la communauté urbaine il y a quelques années, c'était en 2008. Oui, avec Renaud Muselier avait la majorité et il n'est pas élu au troisième tour. Là, il peut y avoir cette surprise-là, parce que dimanche soir, on va avoir des maires de secteur élus, ce qui va ouvrir la porte, j'allais dire, à un nombre de conseillers qui vont siéger dans l'hémicycle Bargement. Mais effectivement, là, il va y avoir un jeu de tractation important. Si c'est serré, on va avoir tous les camps qui vont essayer de discuter avec les autres pour dégager une majorité. Moi, ce système-là, j'avoue que j'ai un peu de mal. Je pense qu'il faudrait revenir à un système, effectivement, de suffrage direct, où le Marseillais vote pour son maire, qui ait des adjoints par secteur, pourquoi pas, ça peut être une bonne méthode aussi. Mais ce système-là, à mon avis, mérite d'être réformé, quoi. Sachant qu'en plus, sur les 101 élus qui vont être envoyés au conseil municipal, a priori, si on s'en réfère au sondage qu'il y a eu et peut-être à ceux qui vont encore arriver d'ici vendredi soir, eh bien, on s'aperçoit que a priori, aucun des candidats n'aura la majorité absolue. Donc le jeu des alliances, le jeu des discussions, le jeu des tractations, il va être encore plus opportun avec un tel résultat. Et c'est là où on va se retrouver avec les pressions des uns des autres, les enjeux, etc. Et je te donne, je te prends le siège, je te donne... Avec la position de quelqu'un qui est extrêmement silencieux en ce moment, c'est Samia Ghani. Absolument, et ça aussi c'est un problème parce qu'elle refuse de communiquer avec la presse et donc elle n'a pas donné ses intentions. Quel maire elle veut choisir entre Michel Rubirola, entre Martine Vassal, c'est un problème parce que les électeurs vont se prononcer dans une forme de flou. Non, vous avez raison. Est-ce que c'est effectivement total, oui, et est-ce que c'est c'est important de dire aux téléspectateurs aussi, et elle ne veut pas s'exprimer avant ce deuxième tour. Je reviens sur ce que vous disiez, Guilhem. Est-ce que c'est normal qu'effectivement celle qui, en valeur absolue, a réalisé le plus mauvais résultat à l'échelle globale de la ville de Marseille, soit en position d'élire celle ou celui qui va devenir le maire de Marseille? C'est ce système-là, moi, je pense, qui est pas le bon, quoi, qui est plus le bon. On a beaucoup parlé de nouveau monde, là, avec cette crise du Covid-19. On s'était un peu créé la certitude, hein, même dans les rédactions, la promesse d'un monde nouveau en termes d'écologie, d'environnement, de mode de consommation. En matière électorale, là aussi, on rêvait tous un peu d'un nouveau monde, se dire, voilà, on va avoir des élus avec une morale irréprochable, on va avoir des élus qui vont vouloir changer les choses, qui vont entendre ce que leur disent les Marseillais en matière de déplacement, de solidarité. J'ai pas le sentiment de l'entendre, moi, ce discours-là. Voilà, j'ai l'impression que les élus ont fait comme si rien n'avait changé, on fait une élection et on repart comme avant avec un système que chacun essaye à son tour de sécuriser maintenant. Parce qu'à votre avis, est-ce que c'est pas la faute de l'ancien système ? Jean-Claude Gaudin qui met beaucoup de temps à désigner il y avait une personnalisation. Son successeur, après avoir promis à beaucoup. Peut-être. Jean-Noël Guérini qui pourrit la situation à gauche de façon magistrale. Est-ce que c'est le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus véritablement de patron, de leader pour prendre des décisions fortes ? On le voit dans le camp de la droite. La droite républicaine, la droite de Jean-Claude Gaudin est partie divisée dans ce scrutin. On a bien vu la difficulté qu'il y a eu avec un rôle de Renaud Muselier qui se voulait un peu chef d'orchestre dans l'ombre, hein, si on peut le dire comme ça, une Martine Vassal qui essayait un petit peu de fédérer, avec un Bruno Gilles qui voulait jouer sa partition aussi.
là aussi, il faut se poser la question de partir aussi désunis dans une famille politique qui est la même, quoi. Et il y a un élément qui, à mon avis, a beaucoup joué dans cette division, c'est que la classe politique se préparait à une fusion entre la métropole et le département, et que, par conséquent, ce n'est pas le même jeu institutionnel. Pour devenir président de la métropole, il faut être maire aujourd'hui, alors que ça n'aurait pas été le cas si c'était cette fusion. Et ça me permet de dire aussi que, à nouveau, Marseille est regardée de l'extérieur avec un peu de déception parce que le débat sur les enjeux métropolitains n'a pas lieu non plus. Et on le sait, Marseille pèse beaucoup dans la métropole. Ouais, vous parliez tout à l'heure... C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des élections municipales sur l'ensemble de nos territoires, beaucoup moins des élections métropolitaines. Alors que c'est un enjeu fondamental. Il y a 303 noms. C'est le 4e tour. Mais là aussi, je pense qu'il y a un manque. C'est pour ça qu'un débat était intéressant de pédagogie. Est-ce qu'un habitant de Marseille sait précisément quelles sont les compétences de la ville et de la métropole ? Je pense que le transport, ville, métropole, la propreté, personne ne mesure vraiment ça aujourd'hui. Et c'est pourtant ça. Et d'ailleurs, même les candidats au municipal en jouent en parlant de transport. Mais c'est plus la compétence de la ville, quoi. C'est plus la compétence de la ville. Donc Philippe ? Oui, non, je voulais ajouter, tout à l'heure on a parlé de Samia Ghali, vous avez cité Bruno Gilles, je pense que c'est un élément déterminant de la campagne aussi, et du résultat de ce qui va se passer et dimanche soir, et ce qui va se passer ensuite, parce que depuis, on l'a tous constaté ici, depuis quelques jours, Bruno Gilles se sent pousser des ailes, je ne sais pas si elles vont se brûler ou pas sur la suite, mais en tout cas, ils se sont poussés des ailes, et il n'arrête pas de dire qu'il se voit dans le fauteuil de maire. Il nous l'a dit, il vous l'a dit. Longtemps. Non, mais depuis longtemps, mais encore plus, je trouve, ces derniers jours, ces dernières semaines, où il essaye de surfer sur toute cette polémique qu'il y a autour de... Alors, il faudrait qu'il gagne ces 3 secteurs et qu'après, au 3e tour, il négocie des voix avec Samia Ghali ou... mais ça va négocier dimanche soir dans la nuit, je pense que oui, ça va négocier. C'est quoi qui se négocie, d'ailleurs ? C'est quelques voix de grands électeurs pour le Sénat, en ce qui concerne Samia Ghali, dont on sait que, de toute façon, si elle est élue maire de secteur, elle ne restera pas maire de secteur. La négociation politique est souvent très secrète, mais je crois que tout est possible et tout est permis, non, la matière. Il vont un petit peu plus loin que dimanche soir, que la réunion du conseil municipal pour l'élection du maire. Il y a des choses qui vont se passer. Vous êtes en train de dire que la notion d'intérêt général qui devrait être cardinale au cœur de cette élection est finalement très absente, quoi. Oui, c'est en ça que c'est décevant d'ailleurs, non ? Mais ça revient quand même, le dernier mot revient aux Marseillais. C'est-à-dire que ce sont eux qui vont s'exprimer dimanche et ils peuvent aussi avoir un vote extrêmement clair qui rebat les cartes que nous avons pour l'instant brassées avec les résultats du premier tour et avec des intentions de vote. Mais c'est eux qui vont avoir le dernier mot. Et on a déjà constaté à Marseille qu'il pouvait y avoir aussi des très grandes vagues qui emportent beaucoup plus de secteurs que ce qui n'était prévu au départ. Oui, la situation, finalement, on parle d'une élection serrée, mais si ça se trouve, par rapport à ce que vous venez de dire, la situation peut aussi être très claire, avec une vague printemps marseillais ou une vague Martine Vassal, puisque effectivement, on se dirigerait plutôt vers cette configuration. Je pense qu'il y a une analyse intéressante à faire au niveau de la participation. Je pense que ça va être un des éléments déterminants de dimanche soir. 70% d'abstention. Oui, on était à 32% de participation, vous disiez, au premier tour. Il y a certaines analyses qui donnent 45% de participation dimanche soir, mais ce qui reste très faible, puisqu'on était à 53 en 2014 sur le premier tour, 57 sur le deuxième tour. Et en essayant d'analyser les choses, on s'aperçoit qu'il peut y avoir 2 phénomènes, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, en fait. Soit il y a un phénomène de rejet de la classe politique, et à ce moment-là, il y aura un taux d'abstention qui sera important, soit tout ce qui s'est passé depuis 2 semaines maintenant va réveiller certains électeurs qui vont se dire je vais jouer le jeu de la démocratie, je ne veux pas qu'on me prive de mon élection et donc je vais aller voter. Mais ça va réveiller qui, voilà. Selon vous, ceux qui ont peur que les chars soviétiques débarquent à Marseille ? Ou je plaisante, hein. Mais il y a ceux qui peuvent se réveiller pour ça, qui n'étaient pas venus voter au premier tour. D'ailleurs, Martine Vassal l'a dit très clairement. Elle a dit, moi j'estime, en analysant les résultats, qu'il y a un certain électorat âgé, etc., qui n'est pas venu au premier tour. Et elle tente de le mobiliser, effectivement, y compris par des propos un peu outranciers. Il y a aussi un électorat qui peut se dire, le rassemblement de la gauche, des écologistes, des citoyens, depuis 25 ans, pour la première fois, peut l'emporter. Et il peut se surmobiliser également, parce que la perspective de gagne est là. Guilhem ?
C'est très dur d'imaginer comment ça va se passer, parce qu'effectivement, on peut se dire, il y a des gens qui ne sont pas allés voter, les gens qui sont à droite, qui n'étaient pas allés, se disent, on doit y aller, c'est notre devoir. Les gens qui étaient à gauche vont se dire, on a une occasion unique de se remporter la mairie, on va y aller. Donc on peut imaginer ça. Dans le même temps, il y aura forcément un lot de déçus dans le camp de droite, qui va dire, nous, on ne veut pas tremper dans des affaires de procuration, même si c'est encore, l'enquête a peu avancé, mais supposée. On peut se dire qu'effectivement, dans le camp de gauche aussi, il y a des gens qui ne vont pas aller voter. C'est très dur, moi, je trouve, d'imaginer ce que ça va être. Mais moi, quand je discute comme ça avec des gens à Marseille, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas une mobilisation exceptionnelle. Quoi. Ce scrutin qui arrive en fin de mois de juin, après une période de Covid qui a été difficile à plein de niveaux chez plein de gens, juste avant des vacances scolaires, je pense que le 28 juin, beaucoup de gens vont se dire s'il fait beau sur les calanques tirées, il va faire beau. J'irai un peu courir sur la corniche un matin. Quoi. Et il va faire très beau dimanche. Et je pense que y a beaucoup de... Nous, on l'a vu sur les reportages qu'on a fait sur l'antenne de France Bleu. Il y a une espèce de regret, de colère aussi de la part des électeurs. Parce qu'ils se sentent vraiment... Enfin, nous, c'est ce qu'on a ressenti sur les reportages quand on fait les micro-trottoirs, etc. Ils se sentent méprisés, en fait, par ce personnel politique. Ils disent, ils pensent qu'à eux, ils pensent pas à nous. Et c'est ce qui est ressorti, et c'est ce qui ressort beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez perçu comme ça, mais en tout cas, c'est la perception qu'on a eue à travers les auditeurs, les témoignages des auditeurs sur l'antenne. Il y avait déjà une défiance de la classe politique, alors qu'elle était amorcée pour d'autres raisons, pas locales mais nationales. Avec les Gilets jaunes, il y avait une forme de défiance, effectivement, qui s'amplifiait. Il y a cette crise du coronavirus qui ouvre une crise, après avoir été une crise sanitaire, une crise économique. Ça va être compliqué pour plein de gens. Donc, il y a une forme, c'est ça, un peu on est un peu désabusé de la situation. Léo ? Mais je crois que c'est ce sur quoi aussi Stéphane Ravier compte, puisqu'on n'en a pas encore assez cité. Effectivement, il ne fait pas partie de ceux qui peuvent, pour l'instant, en tout cas au regard des résultats du premier tour, s'asseoir sur le fauteuil de maire le 28. Mais on le sait, il développe cette thématique-là de récupération des déçus. Et malheureusement, l'absence de débat a fait qu'il n'a pas pu être mis en face de son bilan, où on sait que dans les 13e et 14e arrondissements, eh bien, les choses ne se sont pas passées comme il les avait dites, que sa majorité s'est délitée et que très rapidement d'ailleurs, très rapidement après son élection, et qu'il a préféré devenir sénateur plutôt que de gérer les affaires des habitants des 13-14. Juste un mot sur la personnalité Michel Rubirola. Il y a beaucoup de bruit, de rumeurs. D'ailleurs, votre journaliste ce matin l'a interrogé très directement. Il lui a dit, mais est-ce que c'est Michel Rubirola qui sera véritablement maire de Marseille, ou est-ce qu'on peut avoir une surprise de dernière minute ? Est-ce que vous, Benoît Payan, puisque c'était lui qui était interrogé ce matin par Camille Payan, qui n'a rien à voir. Hein, oui, non, absolument. Non, mais oui, merci. C'est important de le préciser parce que peut-être que les téléspectateurs se posent la question. Juste anonyme. Est-ce que vous pourriez remplacer au troisième tour, à la dernière seconde, Michel Rubirola ? Il ne comprenait pas pourquoi on lui posait la question. Or, véritablement, c'est une question qui se pose. Il a fait mine de ne pas comprendre pourquoi, puisque quand on se souvient des méandres et des discussions qu'il y a eu sur le choix de la tête de liste du printemps marseillais, on sait très bien qu'à un moment, Monsieur Payan était en lice pour être son appartenance au Parti socialiste. Moi, je vais vous donner un exemple très clair. On a organisé à l'école de journalisme de Marseille un certain nombre de débats. Je me suis bagarré pour avoir Michel Rubirola, qui a refusé de venir participer au débat, et qui on nous a envoyé Benoît Payan. Et il y a beaucoup de rumeurs, et je pense que vous me le confirmerez, vous êtes sur les mêmes niveaux d'information que nous, il y a beaucoup de rumeurs qui font état, en fait, qu'au troisième tour, au quatrième tour, il se peut très bien qu'il y ait un nom avec un certain Payan qui puisse sortir pour être maire de Marseille. C'est plausible, cette éventualité-là ? Elle est tout à fait plausible. Alors c'est vrai que c'est inhérent à la création du Printemps Marseille. Il y a beaucoup de collectifs citoyens qui apportent une vraie contribution. Moi, je trouve que dans ce camp-là, il y a une fraîcheur qui arrive avec des gens d'associations, la société civile, des collectifs qui apportent pas mal de choses. Mais après, il ne faut pas oublier que derrière, il y a quand même une structure politique avec des gens de la France insoumise, des socialistes. On ne peut pas dire que ce soit le grand amour entre les deux. Et donc, effectivement, la personnalité de Michel Rubirola a été une solution un peu de compromis, de consensus, en se disant, voilà, elle incarne certaines choses. Mais ça peut expliquer aussi aujourd'hui le fait qu'on entende assez peu Michel Rubirola. À la fois parce que sans doute, elle le reconnaît elle-même, elle n'est pas très à l'aise. À l'oral. Elle n'est pas très à l'aise, elle le reconnaît. Mais on peut aussi imaginer que la non-prise de parole évite peut-être de fâcher au sein même de son... Non, mais on peut dire ça, mais ce n'est pas tenable vis-à-vis de l'électeur. Ah non, l'électeur... C'est pas tenable vis-à-vis de l'électeur. Si on veut être maire de Marseille, on affronte les médias, on vient participer à un débat. On est tout à fait d'accord. On y pense peut-être avant de désigner le... Je ne prends pas parti. On y pense aussi peut-être avant de désigner
le candidat. On sait qu'il va y avoir une confrontation avec les médias, une confrontation entre les candidats, donc on choisit aussi la personne capable de répondre à ces sollicitations tout à fait normales. Encore une fois, pas pour nous, mais pour les électeurs. Je crois que justement, c'est un choix différent, et c'est peut-être ça qui fait un peu le succès du Printemps marseillais. C'est le choix d'une personnalité qui n'est pas personnalisée. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est-à-dire qui ne polarise pas sur sa personnalité pour ensuite mettre les autres en file indienne. Et donc, effectivement, c'est une construction politique qui est un petit peu difficile à appréhender pour le nouveau monde. Pour un débat. Ça en fait partie, très probablement. Mais moi, je ne crois pas, on parlait de ces rumeurs, etc. Je pense que Michèle Rubirola a été désignée parce que précisément, elle est le point d'équilibre entre les différentes forces qui composent le Printemps marseillais. Et par conséquent, je ne vois pas. Mais est-ce qu'elle a un véritable impact sur ce point d'équilibre ? Est-ce que véritablement, elle a la personnalité, pour employons le terme approprié, pour faire en sorte d'être ce point d'équilibre que vous venez d'évoquer ? Écoutez, je le crois. En tout cas, c'est mon analyse des résultats du premier tour. Tout le monde avait dit que Mme Rubirola ne faisait pas le poids, qu'elle allait être complètement c'est pas Mme Rubirola seule, c'est la supplantée par Mme Vassal. Et puis finalement, c'est elle qui est arrivée en tête. Et elle n'est pas arrivée en tête, comme je vous le disais, sur son seul nom. Elle arrive en tête sur une démarche politique collective, et ça, c'est du nouveau. C'est le collectif qui véritablement fait la différence. Philippe ? Non, mais je rejoins Léo sur la partie collective qui fait le succès de la liste du Printemps marseillais. Parce que depuis des décennies et des décennies de vie politique à Marseille, on n'avait, entre guillemets, jamais vu ça. Qui est de tels mouvements, de telles associations qui se regroupent pour arriver à une presque union de la gauche, c'est comme ça que je l'ai appelé. Et au premier tour, ça n'est jamais arrivé. Donc je pense que les électeurs sont séduits par ça. Je me pose quand même la question de la personnalisation, de la personnalité de la tête de liste. Mais c'est ce que Martine Vassal lui oppose d'ailleurs. Elle dit « Moi, je suis prête, j'ai présidé des exécutifs à la fois au département, à la métropole, faites-moi confiance ». Donc on voit bien qu'il y a deux profils très différents et aussi peut-être deux électorats qui, à nouveau, se clivent. Et moi, ce que je perçois aussi dans cet entre-deux tours, c'est le retour assez structurant d'un clivage droite-gauche qui avait été beaucoup bousculé et brouillé par les précédentes échéances. Donc quelqu'un qui incarne... Oula, je vais me faire gronder. Quelqu'un qui incarne à la fois l'autorité, la stature du chef, je pense à Martine Vassal, et quelqu'un qui incarne peut-être plus le travail du collectif, le travail d'équipe, c'est ça. L'opposition entre l'une et l'autre, elle se situe peut-être là. Est-ce qu'on n'est pas finalement en train de vivre à Marseille ce qui s'est passé avec l'élection d'Emmanuel Macron, un certain dégagisme de la vieille politique et des choix nouveaux avec des gens un petit peu plus neufs en politique, des personnalités, comme vous l'avez dit Léo, différentes et moins d'incarnation personnelle du rôle de maire ? Est-ce que c'est pas ça aussi ? Guilhem ? Oui, sans doute, c'est vrai qu'on sort de 25 ans de Jean-Claude Gaudin, qui lui-même succédait, il y a eu un épisode Vigoureux, à Gaston Defferre. Il y a quand même une forte personnalisation, une incarnation, en tout cas, de ce rôle-là, quoi. Il y avait un patron qui est physiquement imposé et qui, était incontestable et qui, de toute façon, faisait tout pour être incontestable au sein de ses rangs. C'est vrai qu'on est peut-être dans une phase où les gens n'attendent plus forcément ça. Et ils n'ont pas peut-être besoin d'un leader charismatique, ils ont peut-être besoin de quelqu'un qui incarne peut-être autre chose. Et les résultats du premier tour vont plutôt dans le sens de cette analyse. Et les sondages aussi. Et les sondages, les sondages les plus récents aussi. On n'est plus, le sondage que vous avez publié dans la Provence, on n'est plus dans la marge d'erreur. Non, on est plus, la Marseillaise en sera un vendredi. Vendredi, absolument, rendez-vous. Plus dans la marge d'erreur. Mais on est en valeur absolue sur l'ensemble de la ville. Martine Vassal entend, je pense, quand même un petit peu ce discours d'un besoin de renouveau, puisqu'elle a annoncé là, il y a quelques heures, que Frédéric Collard, donc le professeur de médecine qui a d'ailleurs opéré Bruno Gilles, serait son premier adjoint si elle était élue. Donc cette information-là, je pense qu'elle l'entend peut-être, cette ouverture à la société civile, alors qu'elle est plutôt avec des collectifs dans la liste du Printemps marseillais, mais elle se dit peut-être... J'ai un doute sur le fait que les électeurs soient sensibles à ça aujourd'hui. Oui. J'ai un vrai doute. Je me pose vraiment la question, le fait d'annoncer comme ça le nom du premier adjoint avant le premier tour, je me demande si c'est même pas une maladresse. Mais on n'est pas dans le ticket à l'américaine. Voilà, président, vice-président. Présidentiel. Voilà. Ouais.
Léo ? Oui, je voulais rebondir sur l'idée du nouveau monde macroniste. En l'occurrence, il a été mis en échec au premier tour à Marseille, puisqu'on sait que les listes d'Yvon Berland ont été tout en dessous des 10%, sauf la sienne. Et d'ailleurs, on n'en a pas encore parlé, mais on peut un peu s'étonner qu'il ait maintenu sa candidature, la seule qu'il pouvait maintenir d'ailleurs, dans les 6-8, puisque Martine Vassal avait fait quand même de très très fort geste en direction de la majorité. D'ouverture pour... Voilà, et qui n'a... Oui, à part que la République En Marche, dans certaines parties du pays, elle est à droite. Mais ici, elle est plutôt à gauche, clairement. Elle est plutôt à gauche. Ils ont fait l'alliance à Lyon. On a des gens qui viennent du Parti Socialiste. Monsieur Masréciné est un ancien du Parti Socialiste, elle n'est pas à droite. À Marseille. Ouais. Mais c'est vrai que dans l'ADN même de la République En Marche, il y a quand même une ambiguïté dès le départ, quoi. C'est-à-dire qu'en se présentant comme plutôt de gauche, mais en menant une politique qui est plutôt à droite. Si on regarde les mesures plutôt libérales engagées par le président Macron, c'est plutôt une politique de droite, si on devait placer. Mais on réassiste quand même avec cette élection à une bipolarisation. On revient dans un découpage droite-gauche classique de l'ancien monde qui était le même depuis toujours, en fait. On se retrouve dans ce découpage-là, quoi. Et je reviens sur l'attelage à gauche. On sait que ça a été compliqué, ça s'est fait au forceps. Il y a eu des discussions à n'en plus finir. Europe Écologie Les Verts, je le rappelle, est parti seul de son côté au premier tour. Est-ce que franchement, cet attelage très hétérogène entre des politiques pures qui ne s'entendent pas vraiment, qui ont des points de vue très différents, la société civile, ça peut marcher? Est-ce que ça ne va pas exploser dès lundi matin, ça? Écoutez, en tout cas, ce n'est pas le sentiment des Marseillais, puisqu'ils ont placé ces listes en tête au premier tour. Et vous avez raison de le rappeler, depuis, il y a eu aussi une fusion avec les écologistes qui avaient le logo. Rappelons quand même que Michel Rubirola est membre d'Europe Écologie Les Verts et qui est en désaccord avec son parti sur la stratégie. D'ailleurs, il semblerait que Julien Bayou, qui est venu donc, lui apporter son soutien, comme l'ensemble des principaux dirigeants de gauche sont venus à Marseille cette semaine, eh bien, ait un peu considéré que finalement c'était cette stratégie qui était payante et qu'il fallait au contraire l'accélérer. Non, j'entends bien. J'entends bien. Il y a la vitrine et puis il y a la manière dont tous ces gens-là peuvent s'entendre quand ils vont se retrouver. Alors, on ne va pas spéculer sur un résultat, mais imaginons qu'ils se retrouvent au pouvoir. Après, il va y avoir un partage des délégations, des compétences. Est-ce que ça risque de ça peut être compliqué? Ça peut être Bien compliqué. sûr. Après, il y a un... Oui, vas-y. Ouais, non, c'est ça. Ça peut effectivement être compliqué parce que là, on réussit à faire une union avant de gagner une élection. Après, quand on rentre dans le vif du sujet et le concret, ça devient plus dur. Il y a la France insoumise qui a une vision qui est la sienne, des socialistes qui ont une vision qui est quand même plus centriste parfois que très à gauche. Ça va être compliqué les discussions, si effectivement. Sachant que je parle là, sachant que Jean-Luc Mélenchon a eu quand même une implication très forte sur la tête de liste, sur le choix de la tête de liste, il sait quand même, Donc, est-ce que les socialistes les socialistes seront d'accord sur la suite? Il a été présent, Jean-Luc Mélenchon, dans la campagne? Non, c'est le baiser de la mort, là. C'est le baiser de la mort. Il a été très en retrait pour le premier tour. Il n'a pas appelé à voter au premier tour pour le printemps marseillais. Il y a eu des tensions, tout Sophie Camard, et qui ça supplée. Je le rappelle, et Jean-Luc Mélenchon. Non, je ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon ait été très présent. En tout cas, depuis l'entre-deux tours, il a exprimé un point de vue, mais auparavant, il était en retrait. Il a d'ailleurs dit: j'ai des amis un peu partout. J'ai des amis dans le Pacte démocratique, dans le Printemps marseillais et sur les listes de Sébastien Barle, donc d'Europe Écologie Les Verts. Donc il s'était tenu un peu en retrait. Alors après, bien sûr, c'est une stratégie de le mettre en avant par rapport au camp adverse. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on pose cette question-là sur le Printemps marseillais, mais je suis absolument surpris du niveau de clivage à droite, puisque quand même, Martine Vassal, Bruno Gilles, président de la fédération, secrétaire de la fédération LR, ils ne sont pas arrivés même à se retrouver au second tour. C'est-à-dire qu'il y a quand même vraiment un fossé qui s'est creusé à droite et qui me paraît difficilement dépassable. On arrive au terme de cette émission. Finalement, le grand paradoxe de cette élection qu'on est en train de vivre, c'est qu'à la fois, elle est très particulière, j'allais presque dire nauséabonde, parce qu'effectivement, on a vu des choses pas très jolies, et en même temps, elle est passionnante. Ah oui. C'est une première. Dans le climat, c'est une première. On a tous vécu pas mal. Elle mérite de se déplacer pour voter. C'est une première. Mais c'est peut-être l'occasion pour les électeurs, justement, comme vous le disiez, dimanche d'aller voter. C'est effectivement une bonne motivation pour aller voter. Il y a un moment historique là qui est en train de se jouer, quel que soit le résultat à l'arrivée. On est dans la deuxième ville de France. On est dans la deuxième ville de France. On a oublié de le souligner, mais Marseille est la plus vieille ville de France. Et pour la première fois, il y a quand même de grandes chances qu'une femme... s'assoit dans le fauteuil il y a effectivement une très grande chance que c'est ça.
Et on ne l'a pas dit, c'est bon signe, ça veut dire que ça paraît naturel. Oui, c'est bon signe. Bon, bah écoutez, nous verrons. Voilà, il faut vraiment. Je crois que c'est important de sensibiliser les gens qui nous regardent à se déplacer dimanche pour aller voter. C'est extrêmement important. C'est vous qui nous regardez qui portez la responsabilité de ce qui va sortir des urnes, évidemment, dimanche soir. Et voilà, donc allez voter, même s'il fait très beau et si vous avez envie de soleil et de mer. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Évidemment, nous suivrons vos médias respectifs. Voilà. Prochain rendez-vous, c'est demain à 18h avec un débat sur la Seine-sur-Mer. Quant à nous, on se retrouve dès 19h dimanche pour vous faire vivre au plus près de chez vous ce deuxième tour passionnant des élections municipales et pas qu'à Marseille. Merci beaucoup de votre fidélité. À très vite.